Bonjour à tous. Je vois qu'on est quelques-uns pour le moment. On va attendre quelques minutes histoire que chacun puisse se connecter. Salut Arnaud. Hello Imad, comment ça va? Ouais, et toi? Ah, super. Bonjour. Bonjour. Hello Florian. Hello Maxime. Hello Sylvain. Tu mets la caméra ou pas? Salut. Écoute, tu fais ce que tu veux. Non, mais j'arrive pas, c'est pas la question. J'arrive pas à mettre la caméra, je sais pas. Bonjour à tous. Hello Suleiman. Ça va? Très bien, toi. Yes, super. Deuxième session à Azurex. C'est ça, exactement. On ne Donc, peut qu'être joyeux. ah, j'aime quand j'entends ça. Surtout qu'on a de l'expertise de top niveau. Ah, ça, Pourquoi être triste? ça. Non, je pense pas que c'est possible de mettre la caméra, je sais pas pourquoi. Alors attends, est-ce que c'est à moi de pouvoir l'autoriser? Ah, je pense. Écoute, attends, bouge pas, je teste un truc. Bon, c'est bon. Hmm. Bon, écoute. C'est bon, c'est bon. En fait, Bon, du coup, l'idée, en attendant que d'autres personnes se connectent, l'idée, c'est que on puisse échanger sur les annonces qu'il y a eu lors du Humide? Microsoft Ignite de la semaine dernière. L'idée, c'est que chacun puisse partager son avis, ses idées. Enfin bref, je, j'espère ne pas être le seul à intervenir. Ça, ça dépend si tu as suivi ou pas. J'ai suivi un petit peu. Bah moi, j'ai regardé le discours Satya? oui, de Satya, Salut à rapidement, hein, tous. bien sûr, parce qu'il était quand même assez long. Hello. Et Ouais, j'ai pas tout compris. c'est ça le souci. Le souci de l'Ignite, enfin, le Ouais. souci, c'est en même temps, t'as pas bien le choix, c'est que c'est en même temps que tes heures de travail. Donc, il est Mm, parfois très compliqué de pouvoir suivre quelque chose, yes. pardon, quand tu bosses à côté. Donc, c'est pas forcément super simple, mais bon. Mm. Ah ben vous avez eu de la chance, vous avez pu le suivre au moins un peu, moi, mais pas du tout. J'étais dégoûté. Et ouais, c'est là que c'est bien fait parce que tu as toutes les séances. Alors peut-être pas toutes les séances, mais tu as un sacré nombre de Le séances replay. qui ont été exactement enregistrées, Ouais. ce qui fait que tu peux avoir loupé des choses, mais que derrière, Tu peux les revisionner tu as après. la possibilité effectivement de pouvoir le revoir. De toute manière, c'est tout bonnement impossible de suivre ouais, c'est dur, hein. l'ensemble des sessions parce que niveau mondial, je crois qu'ils étaient à plus de 400. Donc, Ah ouais. et comme t'en as qui sont en parallèle, tu peux pas forcément toutes les suivre, quoi. Mm, Ouais, c'est compliqué, hein. c'est clair. Moi, il y a un truc qui a attiré mon attention, c'était sur, ils ont dit, d'ici la 2025, 70% des applications seront low code ou sans code même, hein. Et ça m'a interpellé parce que, enfin, je parle à titre personnel, hein. Pour moi, tout le monde devrait coder, hein. C'est un peu comme l'écriture, hein. Au Moyen Âge, on disait, ouais, il y a certaines élites, les comptables, les religieux qui ont le droit d'écriture. Et je vois que c'est un peu pareil comme le code maintenant. Il y a juste les ingénieurs qui ont le droit de coder, alors que c'est faux. On voit bien dans les pays nordiques, comme la Finlande par exemple, les enfants apprennent à coder à l'école. Ils Mm. apprennent à faire des webpages et tout. Et je vois que Microsoft pousse vers ça parce que voilà, hein, tout le monde doit apprendre à savoir coder. La dernière fois, j'ai pris un taxi, je parlais avec un chauffeur et il me parlait de son application et tout.
En fait, c'est accessible à tout le monde. Ouais, bah, tout le monde devrait savoir coder, hein. Alors, Après, quand tu dis savoir coder, c'est savoir développer ou savoir utiliser les solutions no code pour pouvoir produire regarde, quelque chose. je te fais un petit exemple. Comme l'écriture. On sait tous écrire, mais il y a certaines personnes qui savent écrire des romans et tout, qui parlent loin. Pareil pour le code, enfin, le minimum, développer des pages web, s'outiller soi-même, ou faire de low code, ou même sans code. Ça doit être accessible à tout le monde, presque. Mhm. Et je vois qu'ils poussent vers ça, donc c'est pour ça, ça m'a. Ah ben, c'est sûr que à terme, Microsoft, toute la partie infra qu'on déploie via le portable, et ce qui va rester à la fin, ça sera les développeurs, hein. C'est sûr et certain. Aujourd'hui, comment ils poussent avec du no-code, avec enfin, tout ce qu'ils font aujourd'hui, ils sont en train de réduire le périmètre. Et ce qui va rester à la fin, déjà, ça sera toute la partie avant-vente, les gars qui savent présenter, montrer ce que c'est Azure, tout ça, et les codeurs, les développeurs. Après, bah, ils poussent vers, enfin, ils essayent de démocratiser quand même, hein. Mm. Voilà, il y aura des nouveaux talents. C'est un peu comme les vidéos qu'on voit avant, tout ce qui est cinéma et tout. La télé, c'était à des personnes spécialisées. Maintenant, avec les réseaux sociaux, tout le monde fait Mhm. du contenu. YouTube, et on voit des nouveaux talents même, hein. C'est des gens qui Ouais. sont pas formés, mais qui font de belles choses. Je pense que ça va être la même chose, hein, pour les développeurs. On verra, de toute façon. Ouais, c'est à peu près certain. Et comme le dit Sylvain, effectivement, que ce soit Microsoft ou d'autres éditeurs de logiciels, font tout pour essayer de simplifier ou de réduire les complexités pour que les devs puissent faire leur taf simplement, sans forcément être tributaires d'un admin ou d'une autre personne. Donc, Et si tu vois c'est. l'histoire du code, ça a été toujours comme ça, hein, au départ. Hmm. Enfin, au départ. On va commencer de l'assembleur, on va dire. C'était rare les gens qui font de l'assembleur. Après, il y avait le C++, C Sharp. Enfin, je donne un petit exemple, hein. Et là, on voit que ça se simplifie avec le temps, tu vois. Hmm. Et c'est carrément la tendance. C'est carrément la tendance. Et je ne sais pas si vous avez vu, alors je ne sais pas si c'est sorti la semaine dernière ou la semaine d'avant, le Microsoft DevBox. En fait, c'est c'est une solution qui s'appuie sur de l'Azure Virtual Desktop et qui va permettre aux développeurs de déployer des environnements de dev tout près justement pour réduire les temps au cours desquels ils ne produisent pas pour ne se concentrer que sur leur expertise de justement développer. Mm. Et du coup, comme ça, paf, enfin, tu vas pouvoir déployer un environnement de développement en quelques secondes avec tous les outils dont tu auras besoin. Et ça c'est quand même super top parce que Mm. ça va te permettre de. Droit au but, d'aller droit au but, en fait. Exactement, exactement. Parce qu'encore une fois, le but d'un dev, c'est de produire, hein. C'est de C'est ça, produire. ouais. Si possible, du bon code est sécurisé, mais c'est quand même première chose qu'on lui demande, c'est de produire. Exactement ça, hein. Après, niveau techno, bon, comme tu as dit, on peut pas tout voir. Moi, ce qui a attiré mon attention, c'était plus la partie, on va dire, AKS. Bon, il n'y a pas eu grand-chose, je trouve, mais je trouve Bon, je sais, je connais ton avis sur containerisation. Je le vois dans tes yeux, hein. Mais je trouve qu'il y a un truc sympa qu'ils ont fait, le Fleet Manager, qui te permet de manager plusieurs clusters à la fois. Donc, si tu veux déployer un truc, t'as un seul point d'entrée, je trouve ça cool. Et sur Container Apps, ils ont fait aussi, bon, c'est un peu technique là, hein. Tout ce qui est sidecar, ils ont activé le MSI, hein. Le sidecar, c'est, on va dire, le proxy de conteneur qui permet de ouvrir des connexions à l'extérieur, on va dire. Avant, il n'avait pas d'identité. Ça posait problème. Là, ils ont activé ça, je trouvais ça cool aussi. Et puis j'ai vu aussi qu'ils avaient implémenté la partie authentification avec Dapper sur Container Apps, ce qui va Moi, permettre je d'accélérer parlais de ça. encore. Ah, je parlais de ça en fait, ouais. Ah, Ouais. c'est ok, ok, C'est le sidecar d'Apple, ok. effectivement. Bon, excuse-moi, c'est pas mon domaine d'expertise. Non, 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 j'étais pas précis aussi. Donc effectivement, c'est cool. Et puis, toi qui parles de la conteneurisation,
sur la partie AKS, maintenant tu vas pouvoir déployer tes clusters AKS sur du Windows Server 2022. Oui. Et ça, c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, ça va être là l'OS qui va être privilégié par rapport à Windows Server 2019 parce que toutes les nouvelles versions ne seront plus supportées, enfin toutes les nouvelles releases Ouais. AKS ne seront plus supportées sur Windows 2019 et le seront par contre sur la version 2022. Ils ont fait un truc sympa aussi où tu peux les développeurs ils peuvent déployer des applications AKS hein, sur Marketplace. Ça sera Ouais, maintenant j'ai vu. utilisé. Ouais, ça c'est cool. Hein. J'ai le Kubernetes Apps ou je sais plus, un truc comme ça. Bah, c'est Des ça fois, en fait, c'est on qu'ils regarde ouvrent, dedans. ils Ouais, ouvrent la marketplace à, alors je vais pas dire à n'importe qui, mais en tout cas aux solutions qui s'appuient sur du Kubernetes, sur de la l'AKS, et ça c'est quand même plutôt cool pour ceux qui sont fans de c'est ça, l'AKS. exactement. Non, non, ça c'est vraiment un bon point. Alors comme tu le disais, moi enfin c'est pas que je suis pas fan, c'est que aujourd'hui j'ai pas l'occasion de Oui, oui, c'est dans mes sûr. missions d'utiliser la conteneurisation. Mais c'est sûr qu'il y a des cas d'usage nombreux et divers et variés qui permettent Oui, de il y en a. mettre conteneurisation en valeur, quoi. Je te rassure, il y en a plein. C'est ça. Autre que ceux que mettre de la caisse ou de la conteneurisation pour faire beau ou pour être dans la hype On est de d'accord. l'IT, quoi. D'accord. Mais bon, c'est comme partout, hein. Comme Ah, partout. on est d'accord. Il y a, C'est il y a aussi le DNS Resolver qui est en GA maintenant. Ça, c'est pas mal. Hein. Mhm. Mhm, 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 mhm. C'est de Ouais. monter des VM et tout. Ça, c'est pas mal, ça. En parlant de DNS Resolver, je sais que Suleiman avait avait tenté Oui, la mise en place. tout à fait. Donc, Bah, ouais, vas-y. oui, oui. Non, je disais que c'est quand même très pratique comme service. Bon, après, moi, euh, quand je mettais en place, en fait, on n'est pas allé loin dans l'utilisation, parce que finalement, on a opté pour une autre solution. Mais effectivement, ça a c'est très pratique. Déjà, ça t'évite de manager une VM qui finalement qui fait pas grand-chose, qui fait juste un Mhm. lien Ouais, entre ton infra on-premises et Azure au niveau du DNS. Donc ça, c'est très pratique. c'est Et ça. puis c'est super bien fait quand même comme truc. Ouais. Bon, après, pour faire de la résolution entre Azure et ton infra on-prem, il faut évidemment une interco entre les deux, hein. Tout à fait, De exactement. l'ExpressRoute ou du C'est ça. VPN pour que les ressources d'un côté, enfin, surtout les ressources on-prem, puissent communiquer au travers du résolveur avec les ressources déployées sur Azure. C'est sûr qu'il faut Et ouvrir là. Mhm. après, en termes de coût, quand même, pour ce que Oui, ça fait, cher ou pas? c'est assez cher. Ah ouais? Comment? Ça rassure, justement, je j'ai pas vu. C'est cher? Ah, bah, c'est le coût d'une VM, quoi, quand même. Bon, après l'idée, c'est justement de t'en servir pour l'ensemble de tes services. Donc, Mm. On parle de la et solution Ah, DNS Resolver, c'est ça? mhm. ouais. D'accord, ok. J'ai jamais testé, ouais. Ok. Après, même la VM, elle coûte cher, hein, parce que tu fais pas un seul DNS Resolver, généralement. Oui, en fait, c'est que déjà, ouais, effectivement, par Heureusement. exemple, si tu as plusieurs environnements, déjà, il faut que tu en montes une par environnement, potentiellement, ou Plus, que hein. tu mutualises, hein. Mhm. Bonjour à Mais tous. effectivement, Est-ce que vous m'entendez? effectivement, Très la bien, plupart Abdel. du temps, avec les problèmes, avec les solutions Microsoft, c'est que c'est le coût derrière qui est Ah, bah, ça tombe bien, il y a conséquent. Abdelmoumel qui nous a rejoint, je me trompe pas. Ouais. Ah bah, là, on parle de DNS Resolver, si tu peux nous donner ton avis aussi. En Qu'est-ce fait, qu'il y a Ouais. c'est un service super intéressant. En fait, c'est un game changer. J'utilise les termes un peu de Microsoft, mais ça a changé beaucoup de choses. Parce qu'en fait, j'ai entendu Suleiman, tu as évoqué le fait du coût. Mais en fait, n'oublie pas que sur les grandes entreprises, typiquement, en fait,
les grands consommateurs d'Azure, c'est-à-dire que tu as la V1 plus la licence. C'est-à-dire parce que le serveur DNS, en général, en fait, tu vas utiliser une solution tierce. D'accord? Tu vas pas utiliser en fait le service DNS qui est intégré sur la partie Windows Server. Hmm, En fait, par exemple, tu as des clients qui utilisent Efficient IP et Efficient IP, en fait, ce que tu as derrière, c'est que tu as du licensing. C'est-à-dire que tu as le d'accord. coût de la V1 plus le licensing plus le maintien. C'est-à-dire que tu dois maintenir la solution, l'upgrader, la patcher, etc., etc. C'est-à-dire que là, le DNS Resolver, en fait, toute cette complexité, en fait, elle disparaît. Parce que toi, ce que tu auras à gérer, en réalité, c'est juste tes forwarders et tes zones DNS. Tu auras juste à Tout à gérer fait. ça. Hmm. C'est-à-dire là, c'est upgrade, migration, high availability, zone redondante, etc. Tout ça, en fait, c'est transparent pour toi. C'est transparent pour toi, ouais. Mais Ah, c'est effectivement, transparent. après, en fait, je pense que nous, ce qu'on voulait faire de l'utilisateur, c'était un peu un truc assez simplifié. C'est aussi pour ça que je parlais du coup. Mais effectivement, quand tu pousses un peu la réflexion un peu plus loin, ça peut être quelque chose qui coûte pas grand-chose, hein, c'est sûr. Mm. Et Et, c'est Ouais, une solution qui est très puissante aussi. ouais, et pour revenir sur les coûts, j'avais vu il y a quelques mois un comparatif qui expliquait que aujourd'hui, alors il y a encore une majorité de personnes qui utilisent des services IaaS et que pour un service IaaS aujourd'hui, pour 1 € dépensé, on est à peu près sur 2 € dépensés sur un service PaaS aujourd'hui, hein. Donc on sait que plus le temps avancera, plus les clients et les utilisateurs auront de l'expertise ou en tout cas auront confiance en l'utilisation des services PaaS, ce qui fait que tous les coûts associés aux services PaaS vont réduire, aux services IaaS, pardon, vont réduire comme neige au soleil, et inversement, le coût des services PaaS va augmenter parce que les gens comprendront finalement que l'intérêt du cloud reste l'utilisation de services PaaS au travers des différents avantages que ça peut fournir, quoi. après, c'est intéressant ce que tu es en train de dire, Arnaud, parce que est-ce que ça prend en compte le fait que le comparatif prend le fait qu'aujourd'hui, sur la majorité des services pass, on peut mettre en place la réservation. Parce que sur la réservation, en fait, si on rajoute, on va dire, la dimension réservation, en fait, ça va tout changer. C'est-à-dire que Mm, le coût, on peut aller jusqu'à moins 50% des fois. c'est Tu ça. prends par exemple typiquement sur du licensing. Donne-moi juste 2 secondes, hein. Je pense que ça rejoint ce que tu avais dit, Arnaud, la dernière fois, hein. C'est comme les technologies mobiles, plus on avance dans le temps, plus les coûts vont descendre. Je pense plus les gens vont dépenser plus dans tout ce qui passe. Et avec le temps, je pense même les coûts du pass, ils vont se réduire aussi côté Microsoft. Ils vont baisser les prix, je pense. Est-ce qu'ils vont baisser? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y aura toujours forcément plus de fonctionnalités offertes sur un service pass, ce qui fait que quand tu regarderas, ton service pass coûte un certain prix, mais il t'offre un panel de fonctionnalités incomparable par rapport à ce que peut te proposer du IaaS, quoi. Parce qu'il y a certains Donc, services qui coûtent assez cher quand même, hein. pardon? Il y a certains services qui coûtent cher quand même, hein. Oui, mais quand tu regardes le tout, t'as pas besoin de les gérer, t'as pas besoin d'avoir la D'accord. place chez toi. Enfin, c'est tout un ensemble qui fait que effectivement ça peut coûter cher. Et puis d'autres, tout simplement parce que ils ont vraiment une grosse valeur ajoutée et que même en utilisant du IaaS, tu peux pas trouver une solution équivalente, quoi. Mm. Ah, on est On va d'accord. faire mieux, Et c'est C'est c'est- sûr. c'est vrai que quand tu regardes par exemple, je crois le prix d'une APIM. Bah, ce que j'allais te dire, ouais. T'es aux alentours de 3 000 $, je crois, sur le prix de base, Bon, mensuel évidemment. Effectivement, ça pique un peu. bah, si tu fais du multi-région et tout. C'est ça. Ah, Mais bon, après, effectivement, il y a d'autres solutions, hein. C'est, tu utilises des conteneurs. tu peux, tu peux Ah oui. utiliser les conteneurs tout à fait pour faire gateway, ouais, non, mais c'est effectivement. Le problème du conteneur, c'est que tu vas devoir, si je prends un KS par exemple, hein, c'est que tu vas devoir maintenir du coup toute ta partie. Ouais, mais regarde, tu utilises ACA par exemple. Ouais, T'as rien à maintenir, hein. c'est vrai, c'est vrai. Après, il va te bouffer un slash 23 dans ton par environnement dans le réseau. Mais bon, c'est un détail. Écoute, Mais voilà. sur la quantité d'adressage que tu peux avoir, un slash 23, bon, ok.
Ouais, c'est trop quand même. Enfin, environnement, je parle là. Ouais, bon, écoute, Ouais, enfin, c'était la première version en GA, donc ça oui, risque d'évoluer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, hein. apparemment non, mais Apparemment non, ouais, mais bon, on verra, on verra. c'est Mais ça. oui, après voilà, c'est un trade-off. Hein. De toute façon, Écoute, c'est simple, pour que ça évolue, on va tous sur le site feedback de Microsoft et on demande à ce que on ait la possibilité soit de resizer le subnet, soit qu'ils nous fournissent un subnet plus petit. bah, Euh, vas-y, on organise une manif si tu veux maintenant. c'est dans les temps, ça. Bah oui. Sur le métaverse. On le fait sur le méta. C'est Ah, ça, ouais, c'est ça. Chacun chez soi. Ouais, c'est sûr. Et une petite question sur Sylvain. Est-ce que euh, tu as déjà eu des clients potentiellement? Alors, juste pour information, Sylvain, c'est quelqu'un avec qui j'ai bossé sur une mission précédente et qui bosse pour un CSP, pour un Cloud Service Provider. Et ma question, c'est est-ce que tu as déjà des clients potentiels, enfin, qui ont vu des annonces la semaine dernière et qui se disent, écoute, ça serait bien à implanter chez moi, ou alors ils n'ont pas encore forcément eu le temps de digérer déjà toutes les annonces de la semaine dernière pour pouvoir penser à l'étape suivante. Le seul retour, en fait, nous, les clients qu'on a aujourd'hui, techniquement, ils sont pas encore à jour ou ils savent vite fait ce que c'est Azure, mais pas plus. Surtout les clients qu'on a gérés, honnêtement, on en a eu qu'un seul. C'est un gars, c'est un très bon technique, il est très bon techniquement sur cette partie-là. Et en fait, il a vu ce que proposait Azure. Donc lui, la seule solution là où il en a parlé, c'était surtout sur la partie sécurité. Et aujourd'hui, c'était le gros sujet en fait. C'est ce qui remonte, c'est ce qui revient souvent, c'est la partie sécurité. J'ai tout ce qu'il faut au niveau de sécurité. Est-ce que je suis aujourd'hui à jour par rapport à ce que Microsoft propose? Et c'est que le sujet aujourd'hui qui arrive, c'est ça, c'est ça. La D'accord. partie Azure aujourd'hui, ils viennent pour migrer leur infra, ce qu'on connaît déjà par habitude. Mais aujourd'hui, les gros sujets qui restent et qui reviennent, c'est que la partie sécurité. Tu as des clients, en fait, qui ont déjà leur environnement Azure et qui veulent maintenant partir sur toute la partie optimisation, mais surtout implémenter tout ce qui va sur la partie sécurité avec les nouveautés Microsoft qui sont arrivées. Donc, tu vois, eux, en fait, ils ont différents paliers, mais ils ont des niveaux 1. Sur ça, niveau 1, quand je dis niveau 1, c'est toute la partie MFA, tout ça qui est activé, mais ils veulent aller beaucoup plus loin, aller jusqu'à du niveau 3, donc tout ce qui est SIEM, tout ça, ils veulent implémenter des sujets comme ça. Sauf que pour ça, ça se fait pas comme ça. C'est vraiment, il y a beaucoup de services, des présentations à faire. Ça va très loin. Et en fait, eux, ils ont entendu ça. Ils ont vu que, OK, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Il faut qu'on s'oriente vers ça. Sauf que non, on peut pas directement. Tu es obligé d'abord valider toute la première brique avant d'atterrir sur toute la sécurité complexe de Microsoft. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. En tout cas, on voit que ça peut avoir quand même des effets parce que l'Ignite, c'est quand même pour les partenaires et on voit quand même qu'il y a quand même quelques clients qui se tiennent à jour pour éventuellement mettre en place ou évoluer vers des solutions que propose MS. Donc, c'est plutôt pas mal. Rebondir, Arnaud, sur ce que tu as posé comme question par rapport à ça, en fait, sur le fait que potentiellement, est-ce que les clients sont prêts plus ou moins à adopter des nouvelles technologies, de nouveaux services sur Azure? Moi, ce que je veux en fait de mon côté, c'est pas en fait l'adoption de nouveaux services, pour être honnête, parce que pour dire il y a un nouveau service, par exemple, typiquement là on parle de DNS Forwarder, c'est un nouveau service. Les clients en général, en fait, ils ont plus friands, en fait, ils sont déjà sur le service, une nouvelle feature, une évolution du service. Là, c'est plus simple parce que eux, de leur côté, le service il existe déjà, les process sont déjà en place, les gens sont déjà formés. Du coup, ils seront plus intéressés par l'aspect un peu fonctionnalité, nouvelles fonctionnalités, évolution du service, etc. Moi, de mon côté, Ouais, tout à fait. Ce qui revient aussi en même temps, c'est toute la partie gouvernance aussi. Maintenant, ils se posent la question de la partie gouvernance sur Azure. Donc, ils ont des services un peu éparpillés, un peu à droite, à gauche. Donc là, ça, il se dit comment faut qu'on gère. Il faut qu'on sache ce qui est déployé, comment on fait pour gérer tout ça. Est-ce que oh, je suis désolé, je m'écarte un peu de l'Ignite, mais est-ce que des solutions comme Azure Arc ou la gouvernance des données avec Purview, c'est quelque chose que vous pouvez potentiellement pousser chez les clients ou alors ils sont pas forcément suffisamment mûrs
pour ce type de service? On a, alors, dans le lot, il y a beaucoup de clients qui sont assez mûrs pour y aller, mais pour ça, soit nous, on le fait aujourd'hui, on est spécialement sur la partie PureView et Azure Arc, on l'a fait pour un seul client parce qu'il avait une grosse infra et la gestion, elle était très compliquée. Mais sinon, ouais, en fait, tu as des clients aujourd'hui qui disent non, là, je m'arrête à ça, c'est méga technique, il faut qu'on les forme. Enfin, voilà, après, ça change, hein, c'est vraiment aléatoire, ça dépend. Mais on leur propose la solution. Et tant qu'ils n'ont pas vu ce que ça donne, eh ben, en fait, ils vont pas y aller dedans, on est obligé de faire des démos. Enfin, voilà, après, c'est. Ouais, bien sûr. Ouais, évidemment, hein. Mm. C'est quelque chose qui a un prix enfin, qui a un prix soit financier, soit en termes C'est ça. de montée en compétences. C'est ça, Effectivement, il faut exactement. forcément démontrer que Mm. le service vaille le coup ou Mm. qu'il puisse correspondre à des contraintes qu'ils peuvent rencontrer aujourd'hui. Ouais. Effectivement. C'est pas bête. C'est pas bête. Mais après, quand tu regardes maintenant le ratio, le nombre de clients, au tout début, c'était ouais, mais je sais pas ce que c'est Azure, je sais pas qu'est-ce que ça va me coûter, tout ça. Aujourd'hui, tu as des clients qui viennent, je veux migrer toute mon infra. C'est comme ça. Maintenant, je veux y aller dedans, j'ai vu les services que ça me propose, j'ai vu toutes les réplications, tout ça. On voit que c'est assez, qui est sur le Gartner, ils sont bien positionnés, tout ça. Tu vois, maintenant, ça remonte pas mal au niveau des clients. Au début, ils venaient avec un seul service, en mode hybride, tout ça. Maintenant, ça, ils viennent avec toute leur infra. Je vais migrer tout ça sur Azure. Montrez-moi comment ça fonctionne et qu'est-ce que vous me proposez. Maintenant, c'est ça les sujets. On n'est plus à l'étape du premier Ah ouais, niveau. il fait réfléchir ça. Donc Ouais. maintenant, ils veulent y aller. Et ceux qui, sur une majorité de clients qui viennent comme ça avec l'idée en tête de migrer, est-ce qu'ils souhaitent passer par une étape intermédiaire en lift and shift pour déjà s'assurer que il n'y a pas forcément d'interruption de service, qu'on valide que Azure finalement, on a vu que c'était bien, mais est-ce que Ouais. c'est réellement bien? Donc on fait une première étape en lift and shift, ou alors t'en as qui sont affamés, acharnés et qui disent écoute, nous on vient, mais par contre on passe en service. Enfin, on souhaite utiliser les full. services pass au maximum Ouais, pour pouvoir bénéficier des avantages. Exactement. Dans tous les cas, en tant que partenaire, aujourd'hui, tu as des clients qui sont comme ça. Je veux tout basculer sur Azure. J'ai mes licences qui arrivent à expiration, tout ça, je veux plus rien chez moi, j'ai pas de place, je veux tout basculer sur Azure. Sauf que nous, en tant que partenaire et toute la partie conseil, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas aujourd'hui ce qui est compatible, ce qui fonctionne. Mais on peut avoir pas mal d'incidents sur ce type de migration. Donc, quoi qu'il arrive, nous, on a les clients ont des environnements. C'est toujours une partie qu'on fait en lift and shift. On regarde déjà à peu près est-ce que c'est compatible. On fait des tests pendant une longue période et petit à petit, on migre le reste. Sinon, en fait, on l'a jamais fait en one shot et on le fera jamais. C'est pas possible. À moins que le client il me dit j'ai une infra que je viens de monter et puis là je sais que ça c'est sûr et certain c'est compatible parce que c'est sur du 2022. Là ok, mais quand tu as un historique sur une infra, c'est très compliqué à migrer comme ça. On l'a fait, on a fait des move to cloud, des gros move to cloud, et on a fait sur différents périmètres. On a fait des périmètres de recettes, après on a fait un deuxième périmètre sur la partie dev, et une fois que ça a tourné au bout de 2-3 mois, et là on est passé sur la prod, on n'a eu aucun souci. On parle de 40-50 machines virtuelles avec 10 à 20 web apps base de données. Hein. Okay, donc, ça, pour quelqu'un qui n'était pas sur Azure, ça fait déjà quand même pas mal de ressources d'un coup, quoi. Exactement, ouais. C'est ce qu'on a eu l'année dernière et ça a duré très longtemps. Mais quand il a vu que son environnement de recette et son environnement de dev, ça tenait la route, parce qu'après voilà, il y a toute la partie gouvernance qui a été positionnée aussi. Ça a permis pour le client de se repérer facilement. Il en est où, enfin voilà, il a toute la traçabilité. Donc avec ça, il s'est dit ok, bah c'est bon, on peut basculer la prod et aujourd'hui ils sont sur Azure et tout se passe bien, quoi. Ouais. Il y en a qui, moi j'ai eu la chance de travailler sur un projet où ils ont dit pas de lift and shift, hein. On y va, on migre même le dev. C'est un très bon projet. Ah oui, il y en a qui sont. Ouais. Faut avoir un peu d'argent quand même. Ouais, je demandais les noms des clients ou je donne pas. Voilà. C'était un client qui avait, à dire, il était un peu partout dans le monde, mais il y avait vraiment un besoin de mutualiser certaines choses, hein, sur les différents pays et tout. C'était un très beau projet, mais ça a pris du temps. Ouais. Au final, il a raison, parce qu'il va gagner en argent sur la suite, puisque ça sera beaucoup moins cher que de faire du direct, quoi.
suis Tout à resté fait. un an, je n'ai pas continué toute l'aventure, mais je me rappelle, il y avait un problème par contre sur le network où ils étaient obligés d'utiliser l'ASE qui coûtait une blinde à l'époque, hein. Et ça, c'était pas prévu, du coup, c'était un peu. Le réseau était pas, le network n'était pas aussi avancé que maintenant, hein. Hmm. C'était en 2016. Il y a un scénario un peu niche en fait qu'on voit pas souvent en fait monter, soit sur niveau documentation, soit niveau échange en fait. Il y a des clients, je dirais pas qu'il y en a beaucoup, mais il y a des clients en fait qui considèrent Azure comme un site de bascule en fait, comme un site comme BRP. Ils considèrent Azure en fait comme un site secondaire. Typiquement, ce qu'ils ont, ils sont pas sur Azure, d'accord. Ils ont peut-être deux, trois VM par-ci par-là sur Azure. Ils sont pas prêts pour aller sur la partie cloud. Non, j'ai On perdu t'entend Abdel. plus. Ouais. Enfin, de ce que je comprends, c'est effectivement des clients On se pose la question, vu qu'ils sont pas data. Allô? Ouais. Est-ce que Ça a coupé mon maintenant. Non. Ouais. Ouais. Là, on t'entend. Ah, ça a coupé. Pardon. Je disais par rapport à ça, en fait, il y a des clients qui considèrent Azure aujourd'hui comme étant un site secondaire. Du coup, sur tout leur workload, en fait, ce qu'ils appliquent, ils synchronisent plus ou moins en fait leur workload. On parle de IaaS, hein. Principalement, il n'y a que du IaaS. Ils font de la synchronisation sur une région particulière Azure. Et du coup, ils appliquent plus ou moins des projets de BRP côté Azure. On va dire que ça peut être un peu mettre le pied sur l'étrier pour passer sur la partie Azure. Voilà. Avant de passer sur du lift and shift, sur du re-architect ou autre. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à ça, mais ça peut être un scénario intéressant. Ça fait un genre de PRA, quoi. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Bon, après je trouve plus complexe à mettre en place, même si derrière, t'as pas forcément l'ambition de migrer. Mais en tout cas, c'est vrai que tu t'ouvres déjà une porte vers Azure avec ce type de PRA qu'on n'envisageait pas forcément auparavant, quoi. Parce que le gars, il se dit, écoute, moi, j'ai ça chez moi, je fais un PRA sur un autre provider. Donc, faut quand même en avoir pour envisager ce projet. Et surtout, faut le tester. Faut le tester parce que il faut aussi être sûr derrière que ça marche, quoi. Tout à fait. Ouais. Au niveau coût, on va dire que le coût, en réalité, il n'y aura que des coûts de stockage. Ouais, c'est ça. Si potentiellement, on va dire, il y a un gros incident, bah là, on va dire le coût, il va doubler, tripler, etc. Mais le coût, c'est un coût constant, c'est un coût de stockage, vu que c'est juste la donnée qui va transiter de la source vers une destination qui est Azure. Voilà. Scénario, on va dire, un peu niche, mais on peut tomber sur des clients en fait, qui auront cette demande-là pour dire, nous, on peut faire du PRA directement sur Azure. Après, on a du PRA sur Azure aussi, on est d'accord. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Alors moi personnellement, j'ai jamais vu de client, alors j'en ai pas fait 50 millions non plus, mais j'ai jamais vu de client qui faisait du PRA sur Azure parce que ça nécessite quand même d'avoir double infra, et c'est quelque chose qui est pas anodin en termes de prix, quoi. Donc, là, tu parles du PRA Azure, c'est-à-dire Azure, ouais, tout à fait. région 2, ouais. Ouais. Bah, y en a, en fait, tu as différentes méthodes de le faire. Tu as différentes méthodes. Tu peux, c'est-à-dire le scénario que tu as évoqué, c'est un scénario où tu vas garder plus ou moins deux régions ISO. C'est-à-dire ce que tu as sur la région active, tu l'auras sur la région passive. Plus ou moins, tu auras toutes tes bases de données, plus ou moins qui seront synchronisées, etc. Et tu auras tes firewalls, tes DNS, c'est-à-dire que tu auras plus ou moins le coût qui va être plus ou moins multiplié par deux. Et tu auras d'autres clients qui vont dire, bah non, en fait, nous, on fait du redeploy. Parce qu'on considère que sur nos applications, on n'a pas des applications qui sont critiques pour l'organisation. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du redeploy à chaque fois. C'est-à-dire, si on identifie qu'il y a un incident, bien sûr, on aura des checks pour lancer ces redeploys sur la région 2. En fait, ça va être de l'infra-code tout simplement. Vous voyez plus ou moins, et le coût, on va dire, effectivement, il sera multiplié par deux, mais à l'instant T, pas tout le temps. Ouais, donc en fait, sur ce type de scénario, c'est quand tu as des coûts doublés sur, par exemple, les bases de données ou sur des services de stockage. Par contre, sur toute la partie calcul, le client estime que un redéploiement, ça va aussi vite, donc il le fait de cette manière-là. Ouais. Ouais, après, on est bien d'accord, oui, dans la partie PRA, tu ne payes que la licence de la partie PRA et le coût du stockage du moment que tu n'as pas allumé l'infra côté Azure quand tu fais pas les tests. C'est ça. Ouais. Après, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile à faire avec de l'Hyper-V. C'est beaucoup plus simple que sur du WebWare.
Là, tu parles de on-premise vers Azure, hein, d'accord. Tout à fait, ouais. On-premise Azure. Ouais. Même sur VMware, hein, tu peux le faire. Hein. Même sur VMware, faut juste avoir l'infra, on va dire, qui va bien. C'est-à-dire, il Ouais. faut avoir l'infra qui va bien côté Azure. Et tu peux faire du vMotion directement entre ton vCenter et Azure, tu peux le faire normal. D'accord. Et la solution Azure VMware Solution peut pas aider justement dans ce cadre de, C'est de, super de, de cher. migration réplication? C'est super cher, c'est ça que tu dis? Ouais. C'est hors de prix, ouais. Ça fait mal. C'est minimum, il faut que pour que ça soit rentable, il faut que tu aies minimum 40 machines virtuelles, je crois, de mémoire. Ouais, c'est ça. En fait, ils disent quand tu démarres, en fait, ils te proposent directement, tu peux héberger 40 machines virtuelles. Donc, c'est pour ça que le prix, il est assez fort. Mais après, c'est du DD, hein. C'est ton environnement, l'infra était dédiée directement. Elle n'est pas du tout mutualisée en plus. D'où le prix. Ta host dédiée, en fait, directement. L'infra Azure. Ouais, en tout cas, ça a le mérite d'exister, même si c'est un peu cher. Le gars qui a les moyens, effectivement, tu as toujours des clients avec des moyens limités qui ne peuvent pas partir sur ce type de solution, mais en tout cas, ceux qui veulent taper très fort, qui aujourd'hui, ils ont un gros parc applicatif sur VMware, ça peut être une solution si derrière, ils ont la finance et puis les ressources en hommes qui puissent permettre de gérer ça. Ou alors passer par un partenaire. C'est ça. Ce qui est également fortement En plus, le truc, c'est que maintenant, alors, je vais en profiter pour la partie CSP, c'était un des sujets qu'on devait parler. Mais nous, aujourd'hui, en tant que, on est Gold partenaire Microsoft, c'est qu'aujourd'hui, on peut directement attribuer des licences, rajouter des environnements Azure pour nos clients en direct. On n'est pas obligé de passer par une personne tierce ou par une autre société. Et ce qui se passe, c'est qu'au démarrage de la partie CSP, c'est que tu devais avoir dans la société des personnes certifiées. Une fois que tu avais un score, et ben, automatiquement, tu débloquais soit des licences gratuites, soit tu avais des leads par rapport à ces clients-là sur le domaine sur lequel tu as débloqué. Maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est fini la partie certification individuelle. Maintenant, il faut carrément, c'est les parties Azure Advanced Specialized. Il faut être certifié maintenant sur un environnement technique. Donc, c'est du modern work, c'est de la sécurité, c'est du data, développement, modernize, tout ça, exactement. Et ça, pour le faire, en fait, déjà, il faut un minimum de personnes qui soient certifiées. Et en plus, tu passes avec un auditeur. Donc, l'auditeur, pendant toute la journée, il te demande tous tes documents, comment tu mènes les projets, comment ça se passe. Et après, à la fin, au bout d'une semaine, il te dit si oui ou non vous avez validé cette partie-là. Et je crois que tu en as plein. Tu as toute la partie data, AI, tout ça. Enfin, ça va. Et c'est ce qu'ils demandent maintenant Microsoft. Donc, tout le monde s'est certifié, c'est faire. On les a bien payés pour passer les certifs. Maintenant, vous allez payer pour passer l'Advanced Specialized. Et tant que tu n'as pas en fait, le score atteint sur un niveau, eh ben, soit il te dit c'est un partenaire qui n'a pas le niveau parce qu'il n'a pas le score, donc ils ne t'enverront pas de leads directement sur la partie sécurité. Bon, aujourd'hui, on est en train de se faire valider sur une grosse partie d'Advanced Specialized. Là, la partie SQL, tout ça, on l'a validé. La partie moderne, on l'a validé. Donc, petit à petit, on est en train de les passer, quoi. Ok, justement, j'allais te demander si ça avait eu des gros impacts sur une structure comme vous, ce type de changement de partenariat. Parce que de ce que j'ai vu, c'était au 1er octobre, je crois que le programme partenaire changeait. Mais est-ce que vous, au 1er octobre, ça a été vraiment un changement ou alors Microsoft laisse quand même quelques mois pour pouvoir C'était avant le 1er octobre. Ils te laissaient déjà depuis le début d'année pour passer. Oui, depuis mars, parce qu'ils avaient annoncé en mars, je crois. Exactement. Donc ça, on l'avait fait. Et c'est vrai que quand tu arrives au 1er octobre, donc c'est acté, c'est directement fait. Mais ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Tu es obligé d'avoir des certifications individuelles sur certains périmètres, alors qu'avant le 1er octobre, tu n'avais pas besoin. Tu avais juste besoin de passer la partie audit avec un prestataire. Ok. Donc ça ajoute de la paperasserie en plus. Ah ouais, exactement. C'est lourd, hein. Par contre, tu vois, aujourd'hui, sur la partie audit, tu as deux modules. En fait, tu as un module A, c'est toute la partie stratégie, plan, tout ça. Ça, c'est vraiment tout ce qui est commerce, finance. Une fois que tu l'as validé sur tous tes certifs que tu vas passer, tu n'as plus besoin de le refaire.
Et après, tu as des modules B, bah, ça, c'est par rapport au thème. Donc, sécurité, moderne, WordPress, tout ça. Donc, ça, il faut tous les passer. Une fois que tu as validé les modules A, c'est fait pour tout. Sauf que dans le module A, quand toi, tu présentes tes documents, comment ça fonctionne, comment tu vends le sujet au client, tu viens avec tes propres documents, sauf que l'auditeur, il avait dit non, c'est très bien ce que vous avez, mais sauf qu'il faut que ça soit fait sur le format Microsoft. Et quand tu vas sur le format Microsoft, c'est un questionnaire il y a plein de pages, et il faut le remplir, il faut y aller. Et tu fais un export et tu envoies ça. Et ça lui suffit. Pour la partie stratégie seulement. Et ça, c'est un des titres sur toute la partie. Mais voilà, c'est un bon. En fait, franchement, d'un côté, c'est bien parce que tu vois la méthode, il y a des choses que tu ne voyais pas, tu as des documents qui sont présents que tu t'en rendais pas du tout compte. Et c'est plutôt pas mal. Il y a des trucs où ça sert presque à rien, mais il y a des trucs, franchement, ça vaut le coup quand tu fais cet audit-là. C'est un gros chamboulement pour une grande partie des partenaires parce que alors, toi, tu es dans une structure qui est quand même, bon, il y a du monde, vous êtes bien organisé, ce qui n'est pas forcément le cas de petites structures. Je prends mon exemple à moi. Moi, aujourd'hui, ce partenariat, ces nouvelles règles sont plus pénalisantes qu'autre chose. Mais bon, après, c'est le jeu, hein. Ouais. Mais effectivement, on a eu l'impression que Ils veulent réduire, en fait. c'est ça, ils veulent réduire. Ils se sont peut-être rendus compte qu'il y a un peu trop de partenaires aujourd'hui qui apportent pas vraiment de plus-value à l'écosystème et qu'ils ont voulu réduire un maximum cela pour justement avoir un noyau dur de partenaires qui soit vraiment. Ouais. C'est ce qui se passe. Et l'auditeur nous le disait, qu'il y a des partenaires, ils passaient la certification, parce que je crois que c'est 1500 ou 2000 euros hein, pour valider avec l'auditeur. Il nous disait, il y a certains partenaires qui le faisaient. Et à la fin, après, ils te disent ce qu'il y a à améliorer, à valider. Et puis, il y en a qui abandonnaient. Hein. Ils disaient, non, c'est mort, on peut pas faire ça. Quoi. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant l'audit, c'est qu'ils te testent, hein, savoir si c'est pas que du blabla. Donc, tu fais des vrais tests techniques, des plans de migration, des move to cloud. Enfin, tu détailles, tu vas sur le portail, tu fais des trucs. Hein. Donc, ouais, c'est quand même, c'est pas comme si tu donnais que de la paperasse. Hein. Il y a aussi de la partie technique. Après, quand tu es à l'aise, franchement, c'est bien. Mais quand tu as des personnes qui sont là juste pour montrer les documents et qui sont pas du tout techniques, c'est très compliqué. Et ce sont des auditeurs de Microsoft ou ils passent par un autre partenaire? Ouais, c'est un autre. Ouais, qui s'est auto-approuvé, le mec? Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Lui, il était au Canada. Non, il n'était pas au Canada, il était en Australie. D'accord. Quand on l'avait eu. Il n'était pas physiquement là, mais voilà. C'est pour ça, je pense que ça va devenir lourd. Hein. Microsoft, le partenaire, ils vont réduire, ils vont faire grossir les prérequis pour être partenaire, hein, ça c'est sûr. Hein. Ouais, bien sûr. Bon, écoute, c'est le jeu. Hein. C'est ça. C'est le jeu. Tout le monde aujourd'hui, nombreuses personnes ont pu bénéficier justement de ces partenariats. Alors pour les petites structures, c'est pas des trucs énormes, hein, c'est potentiellement des licences gratuites pour telle ou telle solution, mais c'est vrai que pour les grosses structures, ça peut être vraiment un levier pour obtenir plus de business, quoi. Donc c'est effectivement ça. Tout à fait. Et effectivement. Bon. C'est le jeu, c'est comme ça de toute manière, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Exact. Et sur si je reviens à l'Ignite, donc je vous disais tout à l'heure qu'il y a eu à peu près 400 sessions. Alors, je sais que vous n'avez pas forcément tous assisté, mais quelles sont les annonces qui vous, en tout cas, vous ont fait plaisir ou que vous attendiez depuis un certain temps? S'il y en a eu. Il y a le vide là. Ouais, le vide.
Ouais, Pour moi, c'est le DNS Forwarder, honnêtement. Parce que ouais. Ouais, DNS moi, Forwarder, je penserais ouais, plus pour le DNS Forwarder. Ouais. C'est très, très utile. Franchement, si tu as un case où effectivement, t'as pas envie de te prendre la tête à monter une VM, à le manager, à le mettre à jour et autres, c'est sûr que c'est une solution qui te facilite la vie, quoi. Complètement. Complètement. C'est effectivement, je pense qu'il y a pas mal de clients qui l'attendaient. euh, et et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et en plus, sur ce type de service, c'est pas forcément dédié pour des gros clients. Même un petit client peut être content d'avoir Mm. cette nouvelle fonctionnalité. Donc c'est plutôt top. À la partie aussi Office 365, ils ont fait pas mal de choses hein, sur. Alors écoute, moi pour le coup, j'ai absolument pas suivi J'ai regardé parce vite fait, que j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses quand même, hein. Sur Teams, sur Automate. en parlant de Teams, j'ai vu ce matin un petit graphique où on voyait, je sais plus, je crois on était sur les années, enfin, il comparait en fait l'explosion de Teams à Slack. Donc on voit Slack qui effectivement était sur une progression gentillet, et que le confinement a permis à Teams d'obtenir très rapidement Ouais, des utilisateurs. Je crois qu'ils étaient sur 2019, je crois ils étaient aux alentours de 75 millions d'utilisateurs quand Slack était sur 12. Et c'est là qu'on voit que malgré quand même toutes les, toutes les solutions qu'on a pu trouver, je pense notamment à Zoom, sur lequel on est aujourd'hui, on a du Zoom, on a du Slack, on a du Discord, mais celle qui a pété tous les scores, c'est encore une fois une solution d'un grand groupe. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui à peu près tout le monde a du Microsoft chez lui, donc ça a été une ligne supplémentaire sur le contrat, ce qui leur a permis de, de prendre une partie des clients potentiels, et un truc de fou, quoi. Un truc de fou. Et finalement, on se rend compte que les solutions alternatives du Slack, du Discord, du Zoom, ok, ça, ça a explosé, mais aujourd'hui, ce ne sont pas les solutions privilégiées par les entreprises, en tout cas. effectivement. Ah, il y a un gros Et je paquet pense, d'entreprises qui avaient déjà du Skype. Donc, du coup, ils ont Ouais, fait bien sûr. une C'est un étape switch. simple. Voilà, ouais. C'est clair. Mais comme quoi, c'est toujours plus simple. Moi, je prends toujours l'exemple d'Azure parce que c'est le fournisseur que je connais le mieux, mais à peu près dans toutes les entreprises, tu as du Microsoft. Alors, ça peut être du Skype, ça peut être, aujourd'hui, de l'Office 365, ça peut être simplement des licences Windows, et simplement le fait d'ajouter une ligne au contrat de l'Azure, et en plus, c'est du paiement en usage, donc c'est même pas un coût récurrent, c'est que si tu ne l'utilises pas, tu ne payes pas, et ça a permis, je pense, à Microsoft de se démarquer, alors pas forcément de se démarquer, mais en tout cas de prendre des parts de marché plus facilement qu'ont pu le faire ses concurrents au même moment, quoi. Ça, Ah, c'est c'est sur Azure, tu peux voilà, faire des solutions avec Office 365, tu peux synchroniser des trucs, c'est Azure AD ça, et tout. ça. Ça aide aussi. Et aujourd'hui, enfin, encore une fois, ils ont démontré une force de dingue, quoi, Microsoft, hein. Je suis pas forcément pro Microsoft, attention, hein, mais c'est juste un constat qui fait que euh, le Covid a en partie bénéficié à Microsoft. Alors effectivement, au début, on disait du Covid, ouais, Teams c'est bien, mais ça galère et tout. C'était juste le temps qu'ils puissent faire évoluer leur infrastructure Mm. et faire en sorte d'accueillir 70 millions de bonhommes qui viennent se connecter, quoi. C'est vrai que ça buguait beaucoup dans la période. Ouais, ouais, ce qui est normal, c'est parce que ils pensaient peut-être pas monter aussi vite, aussi haut.
Ouais, Le fait qu'il y a pu avoir effectivement des petits couacs ou des petits ralentissements où l'infrastructure n'avait pas forcément été conçue pour être aussi solide aussi rapidement. Voilà. Ouais, c'est ça. Après, ça va, hein, ça tenait bien aussi. Hein. Ah ouais, ça tenait bien. Et aujourd'hui, pour être très honnête, moi je suis comme vous, hein, je suis sur Teams tous les jours et c'est quand même assez rare que je rencontre des problèmes liés à Teams. Elle bug un peu des fois l'appli, mais ça va, c'est pas méchant. Ah ouais? T'es sur du Windows? Ouais. Ouais. T'es sur Mac, toi? Non, 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 sur Windows aussi. J'ai eu le même retour des gens qui ont un Mac. Ouais, c'est possible. Des fois, ça, je sais pas, c'est le cas de tout le monde. Je l'utilise peut-être pas quand elle bug. Après, peut-être c'est ma machine qui est pétée aussi. Non, non, mais... Et en parlant de Teams, en parlant d'Azure, je ne sais pas si vous avez vu le nouveau service qui va mettre en place, enfin, qu'Azure sort, c'est Azure Ressources Topologie. En fait, l'idée, c'est de remplacer la fonctionnalité topologie que vous avez aujourd'hui dans Network Watcher et qui va vous permettre de visualiser l'ensemble des ressources, d'un point de vue réseau évidemment, de votre l'ensemble des ressources déployées sur Azure évidemment, que ce soit au niveau d'une souscription, au niveau d'un ressource groupe, et ça vous permettra de débugger plus facilement les potentiels problèmes que vous pouvez rencontrer. Donc, Ça peut coûter. ça peut intéresser fortement les gars qui font du réseau parce que d'avoir en un coup d'œil l'ensemble de ces infos, ça peut être top. Mais t'avais pas ça avant, en fait, t'avais pas cette fonctionnalité sur Network Watcher, ça s'appelait Si, sur Connection, Network Watcher, ouais, c'est ça. troubleshooting, ouais, c'est Ouais, ça. ouais, c'est ça. Tu l'avais sur Network Watcher. Enfin, tu l'as toujours d'ailleurs sur Network Watcher. Et l'idée, justement, c'est de remplacer Network Watcher. Alors, peut-être qu'ils ont simplement sorti la fonctionnalité topologie de Network Watcher pour en faire un service à part et d'alimenter de nouvelles fonctionnalités. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est quelque chose qui va arriver prochainement. Enfin, il est en preview, en tout cas. Ils l'ont annoncé en preview. Ça s'appelle comment, Arnaud? C'est Azure Resource Topology. Ok, merci. Donc, on verra si les gars qui font du réseau, si ça leur facilite la vie. Et autre chose, je pense à ça, c'est que, alors ça n'a pas forcément été annoncé au cours de l'Ignite, mais les semaines précédentes, il y a eu des lots de décommission à prévoir pour en général, dans les 3 prochaines années, un truc de dingue. Et il y a plein, on est à peu près, je sais pas, sur entre 30 et 40 décommissions annoncées. Ce qui est fou parce que, alors, Microsoft annonce de temps en temps des décommissions, hein, comme tout le monde, mais là j'ai trouvé que sur les dernières semaines, ils s'étaient vraiment lâchés. Donc ça montre que des nouveaux services permettent de proposer les mêmes fonctionnalités et que tout ce qui est un peu obsolète ou qui n'a pas forcément de valeur ajoutée est supprimé. J'ai même vu, alors peut-être que c'était déjà le cas, mais j'ai même vu des services en preview décommissionnés et remplacés par d'autres services en preview. Donc c'est sûrement par un manque d'utilisation des clients, et Microsoft a peut-être estimé que bon, ça valait pas forcément la peine de s'entêter avec ce type de service et de fournir quelque chose d'équivalent et potentiellement avec de meilleures fonctionnalités. Et tu parles des services qui sont en preview, qui ont été changés, c'est ça? Alors c'est même pas changé, c'est décommissionné, complètement décommissionné. D'accord. Alors Là, moi, je me j'ai suis plus dit, en tête ça. bah, je me suis toujours dit, aujourd'hui, on voit plein de services en preview. Et c'est vrai, après, je les ai pas tous faits, mais la plupart des services sur lesquels j'ai testé, ils sont tout de suite passés ils sont passés en prod. Et je me suis dit, c'est bien, en fait, dès que ça passe en preview, c'est sûr que ça va passer en prod. Donc, en fait, quand tu me dis ça, c'est la première fois que je l'entends. Et Ouais,
Je réfléchissais comme ça aussi. Mais alors attention, il faut pas réfléchir comme ça parce qu'aujourd'hui un service en preview, alors d'une part t'as pas de SLA, bon, ce qui est pas méchant parce que tu sais que c'est en Oui, preview. Par tout à fait. contre, pourquoi il n'y a pas de SLA? C'est parce que le service en question peut être amené à être modifié Tout à à fait. n'importe quel moment. C'est pour Exactement. ça que il est fortement déconseillé d'utiliser des services en preview pour les environnements de prod. Ouais, Non, mais ils bah, te le disent, hein. Quand tu utilises ça, Ouais. ils te disent, il n'y a pas d'SLA, il n'y a pas de support, il n'y a rien dessus. Hein. Attention, espèce de fou, n'utilise pas ça en prod. ouais, C'est ça. bah, Mais, je suis mais ce prêt que je à faire disais, un c'est pari qu'en sur ça. en fait, les services que je voyais en preview, ils passaient en production. Et je me suis, enfin, pour moi, tous les, par défaut, un service en preview, c'est sûr qu'il va passer en prod, tu vois. Donc mais dès qu'on l'utilise, on l'utilise jamais en mode preview. Ça, c'est sûr, ça, c'est la règle. Mais en fait, c'était pour moi, je me suis dit, bah, en fait, dès que Microsoft publie un truc, bah, en fait, t'es sûr qu'après, il va passer en production. Parce qu'en amont, ils ont déjà fait tous les tests. Ils savent que s'ils mettent ça en preview, c'est que ça va être en prod, tu vois. C'est pas juste pour tester ou c'est pas juste pour le mettre. Mais c'est quand tu me dis ça que là, je me rends compte, en fait, qu'il y a quand même des services ils arrêtent, quoi. Ouais. J'avais jamais fait attention, tu vois, c'est parce que j'étais Ouais. tombé sur une annonce qui disait qu'il décommissionnait le service en preview, alors je ne sais plus lequel, pour le remplacer par un autre service en preview. Et là, je me D'accord. suis dit, merde. Donc, j'ai jamais utilisé des trucs en prod, mais je me dis, il faut faire attention parce que même tu peux utiliser un service. Alors, tu as toujours 1, 2, 3 ans Oui, pour. tout à Mais fait. attention, tu as toujours 1, 2, 3 ans pour des services en JA. Ouais. Peut-être que pour des services en preview, tu as peut-être que 6 mois, je sais pas. Ouais. J'ai plus en mémoire l'annonce, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'avais retenu. Je me dis, tiens, c'est quand même un truc de dingue. Et ça peut arriver. Ah, on a déjà eu le cas sur le service, je suis désolé, hein, je t'ai coupé par rapport à ça. On a déjà eu le cas sur le service qui est resté peut-être 2 ans en preview. Après, il a évolué. Je ne sais pas si c'est décommissionné ou évolué. En fait, c'était un service qui permettait en fait d'intégrer des policiers avec des templates ARM. Je sais plus le nom en fait du service en fait. Je sais pas si Rémat, toi, tu as déjà travaillé dessus. C'est pas Un service Blueprint? Le cas, Blueprint, tu vois, exactement. voilà ce que j'allais dire. Ah bah Blueprint, tu vois. Blueprint, typiquement, en fait, c'est le service qui est resté 2 ans. Moi, j'étais chez des clients, ils l'utilisaient, il y en a même qui l'ont utilisé en prod. Je citerai pas le nom du client, mais Ah oui. ouais. Mais apparemment, il va disparaître, lui, hein. En fait, ils vont le repackager. Microsoft, en fait, ils disent qu'ils vont repackager. Ils vont repackager, en fait, le nom du service. Ça va être un nouveau service où tu peux même utiliser du bicep, du coup, voilà. Ah, d'accord. À voir, à voir. Mais typiquement, en fait, c'est le cas de figure. C'est un service qui est resté 2 ans preview. Et En lui, fait, il y en a beaucoup qui la utilisent société, le prod, hein. Ah bah voilà. Ah. Désolé, vous l'avez évoqué parce que je t'ai coupé du coup. Non, on va pas évoquer, mais j'allais en parler, en fait. Mais c'est ce que tu disais, Arnaud, par rapport au service. Preview, ça ne veut pas dire forcément qu'il va passer en G1. Des fois, tu as des previews où tu as des fonctionnalités qui vont même disparaître du portail. Tu avais des fonctionnalités qui vont disparaître. Parce que le contrat que tu as avec Microsoft, ça là, tu les as sur le G1 et non sur la preview. C'est-à-dire, Microsoft s'engage sur la GR, sur la preview, ils ne vont pas s'engager avec toi sur une SR particulière. C'est-à-dire, tu peux avoir une fonctionnalité X qui pourra potentiellement disparaître. C'est très très risqué en fait d'utiliser la preview en prod. C'est clair. Bah, il y a des clients qui ont peur de rien. Moi, en tout cas, je ne conseillerais pas. Honnêtement, je ne conseillerais pas. On est d'accord. À tester. Déjà même en fait passer d'utiliser le service qui est en G1 tout de suite. Moi, je trouve que même ça c'est risqué. C'est-à-dire, je donne le temps au service de voir tu vois, de voir plus ou moins le feedback, de voir la stabilité, l'évolution aussi du service, comment Microsoft fait la roadmap de Microsoft sur ce service, pour éventuellement en fait commencer à l'adopter. Quand un MVP m'a dit, regarde, quand tu vois un service Azure, plus d'1 an, il est en preview, laisse tomber, oublie-le. Exactement. Ouais, on t'a dit la même chose? Ouais, exactement. Et puis, mais après, même si tu peux le tester, mais dans ta tête, il faut que ce soit que du test, quoi. Voilà, il faut pas partir trop loin, il faut pas miser sur la techno, on va dire. Exactement. Faut même pas le vendre, faut même pas en parler. C'est un peu le cas de la caisse, hein, tu vois. Ils l'ont mis en voilà. JM et ils l'ont remplacé par ACA, quoi. Même sur AKS, tout ce qui est MSI, manage d'identité, sur les pods, ça fait plus d'1 an qu'il est en preview.
Et je suis en train de miser un peu sur ça, tu vois. Mais bon, Ouais, un peu, ouais. j'ai l'impression, alors c'est peut-être une impression ou je suis peut-être méchant, hein, mais AKS a été sorti parce qu'il fallait une solution Fallait tout cube dire. sur Azure et que c'est très compliqué aujourd'hui à opérer, à mettre en place, et que ils ont pris le temps avec Azure Container Apps justement de pas faire les mêmes erreurs et peut-être de prendre de régler tous les défauts qu'il y avait sur AKS pour pouvoir les gérer plus facilement sur Container Apps. Ah, je suis d'accord. Là, merci, par exemple, du pod, il est en preview sur AKS, mais par contre, il est en GA sur ACA. J'ai pas compris. Ça Moi, rate la carte. je serais pas étonné que dans les prochains mois, peut-être 1 ou 2 ans, AKS nous dise adieu. Ouais. Je sais pas. Parce que l'ACA, il est orienté dev quand même, hein. Je connais pas encore ses limites. AKS, t'as vraiment une liberté, tu fais ce que tu veux, hein. C'est vraiment large, c'est tout un monde, hein. Ouais, mais justement, Je sais pas. pourquoi, enfin, on va bientôt couper parce qu'il est 14h, mais pourquoi partir sur de l'AKS alors que tu peux encore être plus libre si tu gères ça chez toi, quoi. Enfin, chez toi ou sur de l'infra-Azure, hein. J'ai pas compris, c'est-à-dire. Aujourd'hui, tu as beaucoup de liberté sur la partie AKS. Ok. Mhm. Qu'est-ce que t'apporte le service AKS Ah, que tu ne pourrais pas faire chez toi? quand tu dis chez toi, c'est quoi? C'est une Enfin, chez VM? toi, je veux dire, déployer du cube, que ce soit sur un provider ou dans ton environnement privé, quelle est la plus-value d'AKS? Ah bah déjà, c'est manager. T'as pas c'est toutes En partie managé. Ouais, en partie. Après, je suis pas un expert AKS, hein. Peut-être, je sais pas s'il y en a ici qui vont en parler mieux que moi. Mais voilà, enfin, c'est plugué avec l'AD directement, l'Azure AD, pardon. T'as beaucoup de choses quand même, hein. Ouais, Je vois que t'es pas convaincu dans tes après, yeux, mais non, c'est pas que je suis pas convaincu, c'est juste mais je que suis pas la bonne personne pour en parler, hein. Voilà. non, c'est juste que je reste sur ce que je dis, c'est qu'ils ont sorti ce service trop rapidement pour satisfaire peut-être des clients Peut-être, peut-être. et que ils ont sorti ACA, ils ont pris le temps de le sortir et que je pense que à peu près tout ce qui tourne sur AKS pourrait potentiellement tourner sur ACA plus facilement. Mais bon, encore une fois, Pas tout. Guys, je dois Déjà, vous les jobs, laisser. c'est pas supporté. Voilà, mais bon, c'est une parenthèse. ouais. Tout Ok. ce qui est job, tu peux pas le faire sur ACR. Et ça va venir peut-être plus tard. Bon, comme Souleymane, je suis désolé, on s'est bien amusé, mais il est 14h03, messieurs. Ouais. Donc, je vous propose d'arrêter pour aujourd'hui. On se refera Troisième session. une troisième session l'année prochaine, dans le mois prochain. Je sais pas encore quand, je sais pas encore quel sera le sujet, mais écoutez, comme d'habitude, je diffuserai ça, enfin, je publierai ça sur LinkedIn. Donc, merci à vous pour vos échanges parce que c'est toujours très intéressant. Et Yes. je vous souhaite une bonne après-midi et au plaisir. Merci. Merci. Merci Ouais. bien. Merci à tous. Arnaud. Allez, Merci à tous. Arnaud. à bientôt. Bon après-midi. Ciao. Ciao.